Hello, hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Harmonie en famille. Aujourd'hui, on continue à parler d'école. Ici en Suisse, c'est la rentrée scolaire cette semaine. Oups, je réajuste, je vois que ici ça bouge. Je disais donc aujourd'hui, cette semaine, c'est la rentrée scolaire ici en Suisse. Si tu habites ailleurs qu'en Suisse, la rentrée scolaire va arriver également dans les prochaines semaines. Donc, on continue de parler d'école et surtout, on continue d'approfondir des éléments qui vont te donner des pistes pour accompagner ton enfant vers un apprentissage facile, fluide, agréable, détendu. Ce qui sera une merveilleuse contribution pour lui, pour son épanouissement, pour sa confiance et aussi une merveilleuse contribution pour toi, parent, où tu te sentiras utile à ta place, tu auras la bonne posture et tu comprendras plusieurs choses. En fait, tu auras une nouvelle vision de ce que réellement apprendre veut dire et surtout de comment tu peux le faire d'une façon qui soit respectueuse de ton enfant et de son fonctionnement. Donc, on va beaucoup parler aujourd'hui des fonctionnements différents d'apprentissage. Comment on peut les identifier, comment on peut ensuite adapter l'apprentissage en fonction du fonctionnement de ton enfant. Je t'offre un cadeau aujourd'hui avec cet épisode. C'est un guide gratuit qui s'appelle 10 habitudes clés à mettre en place en famille. Donc, c'est les 10 habitudes clés en lien évidemment avec l'école et tu peux le télécharger juste dans la description de ce podcast. Tu verras que il va approfondir, tu vas y retrouver quelques-uns des conseils que je partage aujourd'hui et plein d'autres tips pour ta posture, pour aider ton enfant à réfléchir, à mémoriser, à apprendre d'une façon qui vraiment fonctionne pour lui. Et ceci pour contribuer au bien-être et à l'harmonie de toute la famille. Donc, l'école peut être source de tension, de pression et d'appréhension. Je dis peu, c'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai qu'avec ma casquette d'experte de l'aide à l'apprentissage, je vois quand même régulièrement des familles dont le parcours scolaire de l'enfant génère stress pour toute la famille. Sur comment accompagner, sur comment procéder, sur comment faire que ça marche. Et il y a d'un côté le parent désireux de s'investir, de s'impliquer, de faire en sorte que ça marche pour son enfant, qui finit parfois par être découragé, stressé, épuisé, d'essayer d'aider son enfant à aller de l'avant, à réussir, à améliorer à gérer ses difficultés ou à les surmonter, à s'améliorer dans son parcours. Et il y a d'un côté aussi l'enfant qui peut à un moment donné se sentir justement stressé, sentir cette pression du résultat à fournir, de devoir faire beaucoup d'efforts, de ne pas y arriver. Et ça peut vraiment, vraiment devenir très, très pesant par moment. Et ce qu'on essaye d'éviter aujourd'hui à travers cet épisode, et c'est là que je t'emmène, c'est à aller identifier des éléments qui vont te permettre de comprendre, de mieux comprendre comment ton enfant fonctionne, d'évaluer avec lui et de pouvoir mettre en place des choses auxquelles peut-être tu n'aurais pas pensé avant cet épisode. Donc voilà, j'espère que tout ceci va te permettre vraiment, vraiment de commencer cette rentrée avec, j'ai envie de dire, un nouvel élan pour l'année scolaire. La première chose que je vais directement déconstruire avant qu'on aille dans certains éléments plus précis, c'est que souvent, le réflexe, quand des difficultés s'installent, c'est de demander à l'enfant ou de dire à l'enfant de travailler plus dur ou davantage ou de faire plus d'efforts. Alors j'aimerais directement être au clair avec ça. Ça ne marche pas dans 99% des cas. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de faire plus d'efforts, de faire travailler davantage un enfant qui ne connaît pas son fonctionnement et qui ne sait pas quoi faire quand ça marche pas. S'il continue à faire ce qui marche pas, c'est pas parce qu'il fait davantage ce qui marche pas qu'à un moment donné, comme par magie, ça va switcher. Je te donne un exemple très très concret. C'est souvent là que j'identifie ce genre de schéma, on va dire ça comme ça, l'apprentissage du vocabulaire. On va avoir tendance à dire à l'enfant, si
T'arrives pas à mémoriser tes mots, bah, tu vas les lire tous les jours, jusqu'à ton évaluation, jusqu'à ton prochain test, etc., etc. Donc si ça marche pas comme tu l'as fait, tu vas le lire tous les jours. Si l'enfant ne connaît pas son process de mémorisation, s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire et comment ça marche pour lui pour que le mot soit présent dans sa tête d'une façon ou d'une autre sans avoir besoin de le lire justement, pour pouvoir après, quand il est en situation de test, pouvoir l'écrire sans avoir besoin de support. S'il n'est pas conscient de ça, il va juste faire un travail dans le vide. Il va lire, sur le moment, il va avoir l'impression qu'il le sait parce qu'il le voit et il le lit. Et une fois qu'on ferme le livre, et une fois qu'on se retrouve sur le stress de l'évaluation, bah, tout disparaît. Donc c'est très très important de aider l'enfant plutôt à connaître son process pour ensuite pouvoir dire, bah voilà, maintenant que tu sais comment ça marche pour toi, on va mettre en place ce nouveau système pour que tu puisses mémoriser tes mots. Et c'est avec cette petite intro qu'on va aller un petit peu plus au fond maintenant dans certains éléments que j'ai envie de partager avec toi. Ce sont des éléments, pardon, euh, que j'utilise à chaque fois dans mes consultations, dans mes entretiens, des éléments de gestion mentale, des éléments qui permettent justement de définir très précisément tous les détails et tout le process dont un enfant a besoin pour pouvoir faire de ses mémorisations, de son travail, de ses répétitions, un résultat efficace et satisfaisant. Je vais commencer par te parler des 3 étapes de l'apprentissage. Elles sont souvent ignorées et c'est là la première chose que j'explique aux parents et aux enfants quand je les reçois. C'est 3 étapes qui sont indispensables pour justement faire en sorte que le process d'apprentissage soit complet de A à Z et permette justement un résultat et une mémorisation à long terme. Ces 3 étapes sont la perception, l'évocation et la restitution. La perception, je pense que tu le comprends par le nom tout simplement, c'est quand on reçoit l'information, quand ton enfant reçoit l'information. Quand son enseignante explique, quand il lit des choses au tableau, quand il lit une consigne, quand il lit un livre, hein, quand on est en posture de perception, c'est qu'on reçoit l'information. Et la restitution, qui est la dernière étape, bah, c'est quand ton enfant fait un exercice, quand ton enfant fait un test. Donc il utilise ce qu'il apprend et il le restitue. Maintenant, il y a une étape centrale entre la perception et la restitution qui s'appelle l'évocation. Et c'est bien souvent cette étape qui est méconnue. Et l'évocation, c'est le fait de faire exister l'info que je reçois dans ma tête. Ça veut dire que j'ai plus besoin de la lire, j'ai plus besoin de la voir pour la savoir. Elle est dans ma tête. Et tu vois, si je reprends l'exemple que je te donnais avant, avec l'apprentissage du vocabulaire, si on ne peut pas expliquer à l'enfant comment il peut faire pour faire exister son vocabulaire dans sa tête, certains pourront le voir écrit, certains l'entendront, certains auront besoin de préciser toutes les lettres et des plaies, certains auront des images. Alors, on verra un petit peu plus tard, je te donnerai quelques détails par rapport à ça. Mais si l'enfant ne sait pas comment faire exister l'information dans sa tête, il va aller la chercher toujours, ou ça, en perception, donc il va avoir besoin de lire, encore une fois, le mot pour savoir comment l'écrire. De lire et de savoir comment l'écrire. Du coup, ben, quand il se retrouve en situation d'évaluation, ben, comme il n'a plus le support, et que l'information n'existe pas dans sa tête, il ne peut pas la retrouver et donc il ne peut pas la restituer. Donc très important à partir de maintenant, sois consciente, est-ce que tu as pu observer, est-ce que tu as une idée de comment ton enfant met l'info dans sa tête. Pour cela, très bon indicateur, c'est de voir dans les choses qu'il mémorise facilement, ça peut être aussi en dehors de la sphère scolaire, et de lui demander comment il fait. Comment il sait, par exemple, comment préparer son sac, comment il sait où sont rangées ses affaires, comment il se rappelle de quel est l'horaire du bus, je sais pas, je dis n'importe quoi. Hein, vraiment dans le quotidien, tu vas pouvoir t'amuser avec lui, à lui demander comment il a mémorisé telle ou telle information. Pour lui montrer bah, non seulement qu'il est absolument capable d'un process de mémorisation, mais aussi pour voir après si vous pouvez faire un lien avec les endroits ou les matières où il se sent moins à l'aise de mémoriser, où ça marche pas.
Maintenant, parlons de la différence entre fonctionnement visuel et auditif. En gestion mentale, quand on parle de fonctionnement visuel ou auditif, on parle de mode d'évocation. Ça veut dire c'est ce qui se passe dans la tête d'un individu. Souvent, on confond, et moi j'ai régulièrement des personnes qui viennent me dire, moi je suis visuelle, j'ai besoin d'écrire. Le fait d'avoir besoin d'écrire peut montrer juste une préférence de perception ou de restitution, mais n'est pas forcément, ne définit pas forcément le mode de fonctionnement interne. Quand on a un fonctionnement visuel à l'interne dans l'évocation, ça veut dire qu'on se crée nos propres images, nos propres films, nos propres, oui, photos, parfois, mais vraiment images, pour justement garder les infos dans notre tête. Il y aura moins de blabla, ou bien le blabla arrivera un peu plus tard. On a une image d'abord, on construit cette image, et grâce à cette image, on retrouve les infos dont on a besoin. De l'autre côté, quand on a un fonctionnement auditif, encore une fois, ça se passe toujours dans notre tête, c'est que la façon de faire exister ce qu'on apprend dans notre tête, c'est d'entendre ou de parler. J'approfondis ces questions dans les guides gratuits et je te rappelle donc que il est téléchargeable pour toi immédiatement dans les commentaires de cet épisode. Selon qu'on ait un fonctionnement visuel ou auditif, il y a des caractéristiques spécifiques. Un fonctionnement visuel, une personne avec un fonctionnement visuel aime aller au bout des choses, aime s'installer une fois pour toutes. Admettons, je ne sais pas, un TI de maths, il va le faire d'une traite. Il va s'y mettre 2 heures, il veut faire vraiment la matière jusqu'au bout. Il la met dans sa tête, il se crée ses propres images et c'est réglé. Alors qu'un fonctionnement auditif a plutôt tendance à fonctionner par séquence. Il a besoin de apprendre par petite quantité de temps et de matière. Et souvent, les enfants que je rencontre ont un fonctionnement auditif et ils ignorent ces spécificités ainsi que leurs parents. Donc, quand tu demandes à ton enfant d'apprendre en une fois, par exemple, 10 ou 20 mots et de les faire chaque jour, s'il a un fonctionnement auditif, c'est absolument contre-productif. De la même façon que l'enfant qui s'y prend à la dernière minute et qui ne connaît pas ce besoin de structurer en plusieurs fois, ben évidemment, il se retrouve à avoir une immense quantité de vocabulaire ou d'autres matières à apprendre en une fois, et il est découragé d'office parce que ça ne correspond pas du tout à sa stratégie de réussite, tout simplement. Donc, visuel, créer des images dans sa tête, est beaucoup plus global aussi dans la perception et aime bien aller jusqu'au bout en une fois. Auditif, a besoin de se parler dans sa tête ou d'entendre la matière et a besoin de s'organiser en plus petite quantité. Donc, 20 mots de vocabulaire à apprendre, ça devient 4 fois 5 mots. Et tout ça mis en place, c'est déjà une belle recette magique. Pour terminer, j'aimerais te parler des profils dominants. Les profils dominants se déterminent en fonction de nos sens dominants, c'est-à-dire, pas nos sens. Je ne sais pas comment regrouper ces éléments dans un autre mot que sens, mais je vais te les expliquer. En fait, c'est lequel de nos deux hémisphères est dominante, parce qu'on a deux hémisphères dans notre cerveau, le droit et le gauche. Donc, lequel des deux est dominant? C'est un hémisphère, j'en réalise maintenant. Donc, dominant, un hémisphère dominant, le droit ou le gauche. On a un œil dominant aussi, le gauche ou le droit. La main dominante, c'est avec laquelle on écrit. Une oreille dominante et un pied dominant. Alors, je ne vais pas aller en détail dans ce podcast parce que ça me prendrait, je pense, 1 heure rien que pour toutes ces spécificités. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'en fonction justement de quel est l'œil dominant, la main dominante, l'oreille dominante, etc., on détermine un profil. Et en tout, avec toutes les combinaisons possibles, il existe 32 profils différents. Et ces profils indiquent clairement les préférences d'apprentissage de ton enfant. Comment il aime recevoir les infos? Est-ce qu'il aime les écouter? Est-ce qu'il aime plutôt les voir dessiner ou les voir écrites au tableau? Est-ce qu'il a besoin des deux? Comment aussi il peut faciliter sa mémorisation? Il y en a qui ont besoin de bouger, il y en a qui ont besoin de parler, il y en a qui ont besoin d'écrire.
Donc tu vois, si je reviens sur l'idée de bouger, est-ce qu'on n'a pas un peu une immense croyance que quand on a besoin d'apprendre et d'être concentré, il ne faut surtout pas bouger? Et peut-être que tu fais partie de ces parents qui se bat régulièrement avec son enfant en lui demandant de ne pas bouger. Et si le profil dominant de ton enfant indiquait que justement, c'était sa façon à lui de mémoriser, d'apprendre et d'être épanoui dans ce processus, tu vois pourquoi souvent je dis qu'il est très utile et pertinent de définir le fonctionnement de son enfant quand il y a des difficultés avant d'entamer un process de diagnostic. J'ai eu de nombreux enfants qui sont venus en me disant je suis peut-être 10, je suis peut-être TDA. Et comme je l'ai dit dans le premier épisode, je ne suis pas une experte de diagnostic, je ne contredis pas, je ne confirme pas. Par contre, j'invite toujours très chaleureusement, juste avant d'entamer justement ce process de diagnostic, de évaluer le fonctionnement et le profil dominant de ton enfant parce que ça peut donner de très très précieuses indications. Et ça peut déjà vraiment faire toute la différence. L'année passée, j'ai fait des remplacements dans des classes ici de ma région. Et je me souviens de ce garçon, on était en classe de maths, et ce garçon qui était coincé sur un exercice de maths, il y avait, sauf erreur, des chiffres à virgule à mettre dans l'ordre du plus petit au plus grand. Et je faisais un tour de classe, je passe vers lui, je vois qu'il est coincé, je lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'est pas clair pour lui, et il me dit, ben, je comprends pas la consigne, je sais pas comment faire en plus pour faire l'exercice. Et alors, évidemment, j'ai l'oreille qui est affinée pour déjà, à travers la façon dont il parle, certainement pouvoir identifier quel est son fonctionnement, quelles sont ses préférences, et je lui indique comment faire. Je lui propose de décomposer la consigne, de vérifier qu'il comprend chaque mot, et ensuite de se dire à chaque fois le chiffre qu'il est en train de lire, et de le placer, et ensuite de le tracer. Quelque chose comme ça. Je le laisse avec son exercice, il me retrouve ensuite pour le faire corriger quelques minutes plus tard. Je corrige son exercice et je lui dis bien, bien joué, c'est tout juste. Et l'enfant, il me regarde comme ça, hyper étonné, il me dit quoi? Je dis oui, c'est tout juste. Puis il me dit mais. Et je lui demande tu es étonné d'avoir fait cet exercice aussi rapidement et d'avoir fait tout juste? Il me dit ouais, exactement. Vous voyez comment en 10 minutes, j'ai juste pu montrer à cet enfant que c'est pas qu'il comprend pas, que c'est pas un problème peut-être entre lui et les maths, c'est juste que il n'était pas conscient de comment ça pouvait fonctionner pour lui. C'est aussi simple que ça. Et les étincelles qui naissent dans les yeux des enfants quand ils découvrent ça, les étincelles dans les yeux des parents quand ils me disent c'est incroyable, c'est plus la même chose quand on fait les devoirs, il est au clair, ça marche, ses notes ont augmenté. C'est juste de prendre le temps de évaluer ces éléments. Et là, avec ce que je viens de te partager, tu vas pouvoir mettre ça en place et commencer à observer ton enfant et voir comment tu peux l'aider à faire les choses autrement. Tu retrouves ces conseils expliqués ainsi que d'autres tips très 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 précieux et notamment aussi une liste de 5 habitudes pour toi parent à mettre en place quand tu veux accompagner efficacement ton enfant, ainsi que 5 habitudes que tu peux aider ton enfant à mettre en place. Tout ceci pour vous permettre, comme je le disais au début de cet épisode, de retrouver l'aisance, la facilité, le plaisir d'apprendre. Détacher gentiment la notion d'effort, la notion de travail dur et de dire allons voir comment ça marche pour toi et comment ça peut être beaucoup plus facile et beaucoup plus motivant et beaucoup plus ah, j'ai confiance, je peux y arriver. Parce que le risque, et je crois qu'aucun parent ne veut vivre ça et ne souhaite ça à son enfant, le risque, c'est vraiment de générer du dégoût, du découragement, voire même du décrochage dans certains cas, pour un enfant qui se sent impuissant dans l'idée de travailler, mais de ne pas y arriver.
Et c'est vraiment ce sentiment d'impuissance qu'on veut éviter à tout prix. Et plutôt aller tourner le regard vers est-ce que tu es au courant de comment ça marche pour toi? Viens, on va aller regarder ça ensemble.